Christian Cambon, on vient de voir ce débat qui est relancé sur les fichiers S. Est-ce qu'il faut revoir le suivi justement de ces personnes, ou au moins améliorer le fonctionnement de ce suivi ? Qu'on puisse améliorer le fonctionnement du suivi, certainement. Le fichier, ce fameux fichier S qui, à chaque événement aussi dramatique, est remis en cause, est effectivement, comme l'a souligné mon collègue Dominati, un instrument de travail des forces de police. En quelque sorte, c'est l'instrument du savoir, c'est pas l'instrument du pouvoir. L'instrument du savoir, et ça permet de suivre les déplacements, ceux qui prennent l'avion, ceux qui prennent le train, ceux qui rencontrent tel ou tel groupe, etc. Alors, maintenant qu'à l'intérieur de ce fichier S, d'une part, il y a un premier élément, il n'y a pas simplement le fichier S, il y a 3 fichiers. Donc je pense que déjà, on pourrait n'avoir qu'un fichier commun et peut-être regarder de plus près cette catégorie qui nous semble un petit peu étrange, ceux qui sont dans le bas de la pyramide, classés vert, après orange et classés rouge. On s'aperçoit finalement que parmi ceux qui ont commis des attentats dernièrement, une part très importante était justement dans ceux qui n'étaient pas suivis au quotidien. Par ailleurs, on sait très bien que pour suivre quelqu'un qui est suspecté, c'est 20-30 fonctionnaires de police qui doivent être mobilisés. Donc ça crée, compte tenu du chiffre, ça crée des impossibilités pratiques à mettre en œuvre. Moi, mais on y reviendra peut-être au cours de ce débat, j'ai aussi d'autres suggestions, car il me semble que, au-delà de cette méthode des fichiers S et des technologies qui sont utilisées, les algorithmes, les IMSI catchers, etc., je pense qu'il y a aussi d'autres partenaires qu'on devrait mobiliser. Moi, je pense à tous ceux qui sont sur le terrain, je pense aux maires, je pense aux polices municipales, je pense aux services sociaux, je pense aux services sportifs. On va y venir, car on sait que les élus n'ont pas accès à ces fichiers de personnes fichiers. À mon sens, c'est un manque qu'on pourrait corriger assez rapidement. Julien Bargeton, est-ce que vous pensez qu'il y a quand même des améliorations à apporter au suivi aujourd'hui des fichiers S ? D'abord, Paris a de nouveau été touché par un attentat, et moi je veux penser à la victime, aux forces de l'ordre qui ont été remarquables dans la réactivité, l'efficacité, au service de secours et de l'hôpital Georges Pompidou qui ont pris en charge les blessés. C'est évidemment, encore une fois, le prisme du totalitarisme islamiste qui s'en prend à nos valeurs, qui non seulement veulent tuer, prendre des vies, mais ils veulent prendre notre mode de vie. Et face à ça, nous ne pouvons pas leur accorder une victoire symbolique qui serait de renoncer à ce que nous sommes. Nous sommes une république, c'est notre fierté, et un état de droit. Et ça, je crois qu'il faut d'abord le rappeler. Et moi, je voudrais aussi saluer le courage des Parisiens qui résistent, et ainsi que tous les Français, qui résistent dans cette épreuve. Je vois bien qu'il y a ici ou là toujours cette volonté de se lancer dans un concours Lépine de la proposition la plus démagogique. Et moi, je souhaite que nous abordions ce débat de façon sereine, parce que la classe politique doit faire preuve du même sang-froid que les forces de l'ordre et nos services. Il y a eu des expulsions pour faits de radicalisme. Il y a eu 20 expulsions l'an dernier. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, l'a dit. On a fermé 3 ou 4 mosquées radicales. On va recruter 1900 agents supplémentaires dans le renseignement. On a rajouté des moyens à la DGSI. Donc, bien sûr qu'il faut toujours continuer à lutter avec détermination contre cette pieuvre qu'est finalement la barbarie islamiste. Pour autant, il faut le faire en conservant nos valeurs et sans surréagir à chaque attentat par des mesures démagogiques et qui seraient inefficaces. Alors je partage l'idée qu'on peut sans doute améliorer ici ou là le suivi, qu'il y a encore des améliorations techniques possibles, mais pour autant, soyons extrêmement fermes sur nos valeurs. Jean-Yves Lecomte, c'est vrai qu'on a envie de dire une nouvelle fois, l'auteur de cet attentat était fiché S. Mais je vais peut-être vous surprendre, mais je trouve ça plutôt rassurant que la plupart des auteurs d'attentats soient fichés S. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas hors tout à fait de nos viseurs. Alors après, c'est-à-dire que les services de renseignement font un travail efficace et on arrive à détecter la plupart des personnes qui peuvent représenter un risque. Mais entre pouvoir représenter un risque et puis détecter le moment où la personne peut passer à l'acte, c'est très difficile et c'est toute la manière de faire. Mais il me semble, d'abord, je trouve paradoxalement plutôt rassurant que les personnes qui ont, sur les derniers attentats malheureux, ont pu être connues des services.
Parce qu'il faut plus de fermeté ça veut dire que nos à leur services égard. connaissent. Maintenant, il y a un certain nombre de dispositions qui ont été mises en place au cours des dernières années. Je pense en particulier à une mesure auxquelles j'avais beaucoup de réserves, mais au cours des contrôles d'identité, une personne qui est en particulier fichée S peut être retenue plusieurs heures pour vérifier plus longtemps la manière dont l'opportunité, les raisons, etc., de sa présence à un endroit précis. Donc il y a quand même des dispositions qui ont été mises en place. Mais il faudrait vraiment dire, la fiche S en elle-même, c'est un outil de travail. Si la fiche S entraînait avait des conséquences en termes de privation de liberté, ce serait autre chose. Et ça veut dire que finalement, la personne plutôt que d'intégrer une personne tout de suite en fiche S dès lors elle pourrait représenter un risque, il y aurait une autre procédure qui finalement sortirait des radars un certain nombre de personnes. Donc ça serait plutôt une baisse de sécurité. Je voudrais aussi, compte tenu du contexte du week-end, partager ce que vient de dire notre collègue sénateur de Paris sur les victimes, mais aussi partager ce qui s'est passé en Indonésie. Parce que finalement, la chute de Daesh en Irak et en Syrie engendre un certain nombre de conséquences partout dans le monde. Que la Tchétchénie soit l'origine du plus gros contingent on va y venir, Jean-Yves Lecomte. Est une problématique. Et que ce qui se passe en Indonésie, ce soit aussi le conséquence du retour d'Irak et de Syrie, montre qu'il y a aussi besoin d'une coopération internationale, parce que finalement, ce n'est pas nous qui sommes visés. C'est le retour et la circulation de ceux qui ont quitté la zone irako-syrienne. On va revenir, si vous voulez bien, Jean-Yves Lecomte, à la question aussi des fichiers S et notamment leur gestion, si je puis dire, en France avec vous, Guillaume Ricouart. Comment réagissez-vous aux propos des parlementaires? C'est un outil, ces fichiers S, on en a besoin, mais est-ce que c'est suffisant? C'est un outil utile vraiment pour les services de police, c'est un peu un GPS pour les services de police. Mais le problème, c'est que depuis 2015, et notamment l'attentat de Charlie Hebdo, c'est une infime part du métier de renseignement qui a été dévoilée à la population et au pouvoir politique, et de fait on focalise peut-être un peu à l'excès sur cet aspect de fiche S. Ça n'empêche qu'on doit se questionner nous-mêmes, policiers, sur nos méthodes de renseignement. On a peut-être, police et justice, une vision un peu trop centralisée de l'exploitation du renseignement. On récupère le renseignement à un niveau local, il est transmis à l'échelon national et pris en charge par un parquet antiterroriste. Certainement qu'en développant à l'échelon départemental, par exemple, une exploitation judiciaire du renseignement, on aurait davantage d'efficacité et davantage de culture du risque dans l'exploitation du renseignement. Pourquoi pas faire à l'exemple espagnol qui a créé, par exemple, à la suite des attentats de 2004 à Madrid, un délit d'endoctrinement passif qui permet d'avoir un panel législatif entre la fiche S, qui est purement administrative, et la tentative d'attentat qui est peut-être excessive. Et en ayant cette mesure intermédiaire législative, on pourrait avoir des outils d'exploitation au niveau local pour les polices et pour la justice. Un délit d'endoctrinement passif, c'est une mesure que la France pourrait reprendre à son compte, Christian Cambon? Oui, on peut sûrement renforcer l'arsenal juridique. Moi, je crois simplement que, encore une fois, avec les acteurs tels qu'ils existent, avec les moyens d'information que nous avons, on peut faire mieux avec ce que l'on a tout de suite. C'est une guerre dans laquelle nous sommes lancés. On voit maintenant que quelqu'un avec un couteau, demain un tournevis, que sais-je, peut commettre un attentat et faire périr des innocents. Moi, je reviens sur cet aspect qui m'est cher parce que j'ai eu une expérience. Moi, j'ai été maire pendant 28 ans en région parisienne. J'ai appris tout à fait par hasard un jour qu'il y avait 3 fichiers sur ma commune. Donc, en tant que maire, j'ai demandé de qui il s'agissait. On m'a dit « Ah non, ça ne vous concerne pas ». Alors même que le maire est officier de police judiciaire, donc il est quand même tenu à un certain nombre de règles. Or, il me semble que localement, il y a un certain nombre de signes avertisseurs, des bruits bas ou même des clignotants. Un jeune qui quitte un centre de loisirs, qui ne participe plus au sport, ou les commentaires de son entourage. À chaque fois, je suis toujours surpris des commentaires des gens de l'entourage que l'on interviewe. Et donc, il me semble qu'il y a là quelque chose à faire. En région parisienne, on a eu pendant des années des gendarmeries. On ne les a plus. Les gendarmeries, c'est des gens qui vivaient avec la population et qui pouvaient immédiatement identifier le jeune qui commençait à commettre des bêtises ou qui se mettait un petit peu en dehors. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué de faire ça, et je pense qu'il doit y avoir, de la part des autorités de police et des autorités du ministère de l'Intérieur,
une démarche de plus grande confiance vis-à-vis des autorités locales, parce que c'est quand même là que l'on vit au quotidien. Bargeton, toutes les strates de la population doivent être associées à la lutte contre le terrorisme, notamment les élus. On sait que le Sénat, je partage ce que dit M. Cambon de ce point de vue-là. D'ailleurs, le plan... Donc vous êtes favorable à ce que les maires aient accès... Le plan de lutte contre la radicalisation qui a été présenté par le Premier ministre en février 2018 présente un certain nombre de pistes, de mesures qui associent les élus et les maires, notamment au niveau départemental, par exemple en lien avec le suivi de l'enfance en danger, qui est la compétence des départements. Donc il y a 2 autres mesures d'ailleurs qui visent, notamment en termes de politique de la ville, de mieux associer les élus sur la détection de la radicalisation. Je partage ce que dit M. Cambon. Il faut dire la vérité. C'est aussi une guerre dans les esprits, c'est aussi une guerre dans les têtes, parce que dans certains quartiers, la montée de l'islam radical gangrène une partie parfois du tissu associatif, et si on n'est pas vigilant, eh bien, finalement, on réagit trop tard. Et je crois que les élus doivent être associés. Ils doivent aussi prendre leur part de responsabilité. Parfois, par facilité, certains élus, pas tous, n'ont pas été regardants en matière de ce qui se passait sur leur territoire. Je crois que ça doit vraiment changer parce que, et comme l'a dit d'ailleurs M. Lecomte, c'est effectivement pas simplement la France qui est touchée, mais un phénomène mondial et sur lequel il faut faire vraiment utiliser tous les outils. Donc moi, je partage l'idée de mieux associer les élus, et puis de ce que fait aussi le gouvernement en termes de lutte sur la cybercriminalité et aussi le cyberterrorisme. On voit que là, il y a une vidéo qui a été postée. Mounir Majoubi, avec le Premier ministre, travaille sur ce sujet. Il faut pouvoir retirer les vidéos plus vite et surtout obtenir des plateformes, l'identification plus rapide des personnes qui les postent. Jean-Yves Lecomte, je voudrais aussi revenir sur un aspect évoqué par Christian Cambon, ce terrorisme low cost avec cette attaque au couteau. Ça correspond à la stratégie de Daesh qu'on appelle la stratégie des 1000 entailles. Écoutez, il semblerait, vu la manière dont les choses se passent. En tout état de cause, ça rend beaucoup plus compliqué la prévention, parce que effectivement, c'est finalement presque du terrorisme franchisé. L'acte est fait et après il est revendiqué. Avec très peu de moyens. Par conséquent, c'est encore plus difficile. C'est pour ça que voilà, on peut pas. Le risque zéro n'existe pas. Je suis d'accord. Si on pouvait mieux responsabiliser au niveau de chaque citoyen ou d'élu local, ça serait pas mal. Toutefois, avec une limite, c'est le respect du droit par chacun. Et quand on voit la manière dont certains élus réagissent ou disent ce qu'ils veulent faire avec les fichiers S, je crains qu'aujourd'hui ça ne serait dévoyé. Si on allait plus loin, ça serait effectivement mobiliser tout le monde, implique une responsabilité de tout le monde. Or ce n'est pas malheureusement le cas aujourd'hui. On voit beaucoup de responsables politiques qui préfèrent crier au loup, faire peur, casser les outils qu'on a mis en place pour effectivement surveiller, pour faire un peu de buzz médiatique. Et effectivement, tant qu'on a des gens comme ça, on ne peut pas mobiliser tout le monde pour responsabiliser. Alors Guillaume Rickwart, sur justement cet aspect aussi terrorisme low cost, on voit que les attaques au couteau peuvent se multiplier, c'est encore plus difficile à détecter, et pour vos services de sécurité intérieure pour intervenir également. Il y a clairement une partie terrorisme low cost, même si on voit qu'il y a des signes précurseurs avant la commission de l'acte, mais il est évident qu'il est difficile de cibler du jour au lendemain le moment du passage à l'acte comme samedi dernier. Par contre, il existe aussi encore un islamisme plus structuré. Je pense aux attentats du 13 novembre, je pense aux attentats de Barcelone, à celui de Charlie Hebdo, où il y a davantage de structuration. Et donc, c'est à nous, le service de renseignement, de faire ce dispatching. La principale difficulté, c'est celle que j'évoquais tout à l'heure, c'est pour certains individus qui commettent ce terrorisme low cost, c'est d'avoir le panel juridique qui permet d'agir au moment donné, dès lors qu'on a un acte qui est relativement spontané. Christian Cambon, vous disiez, vous n'avez pas un accueil très favorable du gouvernement sur cette proposition de loi ? Vous savez, à partir du moment où un Parlement demande de mieux contrôler l'action de l'exécutif, quelles que soient les majorités, je pense que la réaction est a priori jamais très enthousiaste. Mais c'est notre rôle et on le fait dans le respect strict des compétences du gouvernement auxquelles il ne convient pas de se substituer. Moi, il y a aussi un autre élément que je voudrais souligner une fois de plus, même si les solutions techniques sont un peu plus compliquées, c'est quand même le rôle de l'Internet dans ces affaires. Voilà des gens qui sont français, qui n'ont pas été en Syrie, qui n'ont pas été en Irak, qui n'ont pas été dévoyés par d'autres, mais qui, à partir d'un contact avec un voisin, avec un copain, etc., trouvent sur Internet l'endoctrinement nécessaire qui leur permet de basculer d'un jeune qui avait son baccalauréat. Je rappelle qu'il a son baccalauréat. On ne peut pas dire que le système ne s'est pas occupé de lui. Le voilà qui tombe dans le terrorisme le plus radical.
le lien avec Internet est quand même évident. Or là, je pense qu'on a aussi à réfléchir collectivement avec les spécialistes des mesures qu'il convient de prendre, parce que on sait que techniquement c'est possible, puisque des grands pays qui ne sont pas des exemples démocratiques, mais arrivent, j'allais dire, à cadrer en quelque sorte l'utilisation de l'Internet. Alors on nous dit, ah oui, mais vous comprenez, ces sites sont alimentés depuis l'étranger, etc. La technologie est quand même aussi assez performante dans ce domaine, et moi j'aimerais qu'il y ait une réflexion du Parlement et surtout du gouvernement pour aller dans ce sens, parce que le mal que ça fait sur des jeunes qui sont déstabilisés intellectuellement et qui peuvent tomber dans la délinquance à cause de ce smartphone ou de cet instrument qu'on leur met, je pense que là, il y a un véritable problème. Puisque vous parlez aussi du profil de l'assaillant, je voudrais quand même qu'on revienne à ses origines tchétchènes. Je vous propose d'écouter Alexandre Orlov, c'est l'ancien ambassadeur de Russie en France. Il était interviewé ce matin par nos confrères et consoeurs d'Europe 1. Écoutez. Moi, je pense, si vous voulez, quand j'étais encore ambassadeur, j'ai constaté que les autorités françaises étaient un peu trop, disons, indulgents vers les réfugiés tchétchènes qui venaient se réfugier en France en déclarant qu'ils sont persécutés politiquement, et les autorités françaises leur donnaient l'asile trop facilement. Et on voit les conséquences. Moi, je pense qu'il faut être un tout petit peu plus strict, plus sévère quand on accorde l'asile politique à qui que ce soit. Yves Lecomte, ça vous fait réagir, les origines tchétchènes Ça me fait un peu réagir, parce que je pense que M. Kadyrov, qui a été mis en place par celui qui avait nommé M. Orlov, que je respecte beaucoup par ailleurs, est quand même pas un modèle de démocratie, et que compte tenu de ce qui se passe en Tchétchénie depuis plus d'une dizaine d'années, il est assez logique qu'il y ait énormément de gens qui quittent ce pays parce qu'ils sont effectivement en danger. Donc à partir de là, si on devait avoir l'origine de tout ça, c'est bien la politique qui a conduit la situation en Tchétchénie à ce que beaucoup de gens s'en aillent. Et aujourd'hui, quel que soit ce qui s'est passé il y a 15 ans, et qui continue pour les Tchétchènes à Grozny, avoir malgré tout, parce qu'il s'agit d'une question de sécurité intérieure, un échange avec les autorités russes sur les personnes qui étaient sur le suivi des combattants tchétchènes qui étaient sur le terrain. Est-ce qu'il y a une radicalisation particulière des jeunes tchétchènes, justement, attendez, en raison de leur histoire? Vu ce qu'ils ont vécu depuis 20 ans, il y en a beaucoup qui sont partis. Donc à partir de là, ça n'excuse rien, mais il faut le savoir. Ça explique aussi le contingent, compte tenu des méthodes qui ont été utilisées en Tchétchénie pour pacifier la situation, ça explique aussi une partie de la mobilisation d'une part importante de gens qui viennent de Tchétchénie. Donc à partir de là, il ne faut pas faire comme si c'était la plus belle partie, la plus belle démocratie du monde, la Tchétchénie. Et deuxièmement, il y a besoin d'avoir une discussion avec les autorités russes, parce que nous sommes face aux mêmes situations maintenant. Quel que soit ce qui s'est passé il y a 15 ans à Grozny, il y a des Tchétchènes qui sont sur le terrain, étaient sur le terrain irako-syrien et qui vont certainement continuer à agir ailleurs. Et je crois que nous n'avons pas à nous occuper que des Français, nous avons à nous occuper globalement de l'ensemble des combattants. Nous avons vu ce qui s'est passé avec des gens qui revenaient d'Irak et de Syrie dans le sud des Philippines au début de l'année. On voit, je répétais, ce qui se passait en Indonésie. C'est vraiment aujourd'hui un travail d'intelligence mondiale que de suivre la suite de ceux qui étaient en Irak et en Syrie. Finalement, c'est un cancer qui peut se développer partout dans le monde. Guillaume Riquart, sur cet aspect de communauté tchétchène, est-ce qu'elle faisait l'objet d'une surveillance particulière de la part des renseignements français et des services de renseignement, oui, sachant que ce n'est pas la communauté la plus représentée. On a à peu près simplement 20 000 Tchétchènes dans l'ensemble de la France. Par contre, il y a un vrai sujet sur la radicalisation, je pense qu'il faut évoquer, et ça concerne tant les étrangers que les Français. C'est ce qui se passe dans les cités, notamment dans les grandes banlieues, avec une désocialisation complète de jeunes qui préfèrent s'investir dans moult trafic et qui donc n'ont pas une structuration normale, une socialisation normale, et on en paye les conséquences souvent quand ils ont 20-25 ans, et on l'a vu dans quasiment tous les attentats qui ont eu lieu en France. Et donc il faut qu'il y ait une vraie réflexion sur les peines, par exemple, qu'on va donner au trafic de stupéfiants, qui sont vraiment un moteur de l'économie et de la socialisation souterraine dans certains territoires. Christian Cambon, oui. Julien Bargeton. J'entendais là sur les radios en venant une information qui évidemment ressurgit à la faveur de ces événements. On parle par exemple d'un quartier, je ne veux pas citer la commune, dans les Yvelines, où il y a une véritable police islamique qui est en train de se superposer à la police nationale. Exactement. Et qui contrôle la tenue des hommes, la tenue des femmes, le contenu des cabas, ce que les gens boivent, ce que les gens mangent, etc. Là, dans ces cas-là, il faut effectivement que la répression, que la sanction tombe. Nous sommes dans un état de droit. Et à ce moment-là, s'il y a des gens, des imams ou même des gens qui n'ont aucune responsabilité religieuse, mais qui organisent ce genre de choses, moi je suis effectivement pour plus de
de sévérité, parce que ça, pour le coup, c'est absolument inadmissible. Mais toute la difficulté est de ne pas raconter à l'opinion publique qu'on va claquer des doigts et que brusquement, tout cela va disparaître. C'est un travail de toute une communauté nationale, et là où il y a des débordements, il faut frapper, il faut sanctionner. Et puis sinon, il faut aussi éduquer. J'observe que parfois on a des échecs. Je rappelle encore une fois que ce jeune était bachelier. Donc c'est quand même un élément de structuration. Julien Bargeton, on a reproché à Emmanuel Macron d'être assez absent sur ce sujet. On voit que Laurent Wauquiez appelle justement le président de la République à réunir au plus vite tous les responsables de partis pour échanger justement sur la lutte contre le terrorisme. Notre modèle, c'est la République, et donc c'est l'ordre républicain. Il faut à la fois que la République tienne ses promesses dans les quartiers, et il faut aussi, comme cela a été dit, faire respecter l'ordre républicain partout, en empêchant notamment l'entrisme et la propagation d'un certain nombre d'idéologies qui sont mortifères, on le voit. Et donc, il ne faut pas être dans quelque chose qui est de l'hystérisation du débat ou de l'excitation. Il faut garder son sang-froid. Que veulent-ils ? Que veulent ces gens ? Ils veulent fracturer la société. Ils veulent nous monter les uns contre les autres. Ils veulent détruire ce que nous sommes. Donc, au contraire, le message que nous devons faire passer, c'est celui du sang-froid. Sang-froid pour lutter contre le radicalisme islamiste et sang-froid pour faire appliquer partout la promesse de la République. C'est à cela que nous sommes confrontés. Bonjour Gilles Dansard. Bonjour. 18e journée de grève à la SNCF, une journée très suivie. Et ce document interne, on vient de le voir, qui a fuité hier, document qui parle de limiter l'incessibilité des titres de l'entreprise à la seule holding. Est-ce que c'est, on a entendu également le sénateur communiste Fabien Gay, est-ce que c'est la preuve qu'il y a une volonté de privatisation cachée de la SNCF derrière cette réforme ferroviaire ? Tout se passe comme si 4 ans après la première réforme de 2014, cette fois-ci, et la SNCF et le gouvernement ne voulaient rien s'interdire pour les 10 ans qui viennent. Dans l'immédiat, c'est absolument exclu. Ça a été redit que les 3 entités du nouveau groupe ferroviaire seraient 100% publiques, mais en n'inscrivant pas dans la loi que c'est incessible, et le gouvernement et la SNCF veulent se donner les moyens d'inventer demain peut-être un autre système en faisant venir d'autres actionnaires publics, voire privés. Parce que vous nous dites là, c'est que les craintes de la gauche et des syndicats aujourd'hui sont complètement fondées. Parce que tout simplement, pour l'instant, le mot incessible ne peut pas figurer dans les textes de loi. D'un point de vue juridique, c'est extrêmement compliqué de dire qu'on crée une SA et de dire de toute manière, on ne pourra jamais toucher à son capital. Alors pourtant, la ministre des Transports, Elisabeth Borne, a réagi à ce document interne, à ces fuites. Elle a dit la SNCF Réseau, donc qui gère l'infrastructure ferroviaire, et SNCF Mobilité qui fait rouler les trains, eh bien ces 3 entreprises resteront 100% publiques et incessibles. Est-ce que c'est une garantie crédible, ce que dit la ministre ? Il va falloir voir dans les textes, dans les amendements d'ailleurs au Sénat dans quelques jours, si cette intention, si cette assurance est concrétisée dans les textes. Parce que pour l'instant, ce qui est sorti de l'Assemblée nationale, on ne voit pas le mot incessible. Donc là, il y a encore des concrétisations à attendre. Sudrail dit que la volonté de l'État, c'est de démanteler, de privatiser plusieurs pans de l'entreprise. C'est le spectre, bien sûr, d'une vente à la découpe du groupe. Ce démantèlement, c'est une crainte réelle et fondée aujourd'hui, vu l'état de l'entreprise ? Plus qu'un démantèlement ou d'une privatisation qui est un mot un peu valise. Vente à la découpe. Ouais, plus que ça, c'est le système lui-même qui n'est pas consolidé. Depuis que le Premier ministre, le 26 février, a dit qu'on s'inspirait du modèle à l'allemande, en fait, on s'aperçoit que les Allemands, ils n'ont pas fait ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire qu'ils ont, sous la holding de tête, ils ont tout un râteau de sociétés anonymes qui correspondent aux différentes missions ferroviaires en Allemagne. Et donc, si on le transposait en France, ça voudrait dire qu'il n'y a pas simplement SNCF Mobilité qui regroupe tous les trafics, mais on aurait une société pour les TER, une société pour les TGV, une société pour les intercités, une société pour le fret, une société pour Transilien. Donc, est-ce que aujourd'hui, le gouvernement et la SNCF ne veulent pas s'interdire de concrétiser la tendance qui a lieu depuis en fait 20 ans, qui est une gestion par activité assez verticale et non pas horizontale comme le veulent les syndicats, c'est-à-dire de garder l'unité du système ferroviaire. C'est bien là qu'est le débat essentiel, plus qu'une privatisation au sens idéologique du terme. Alors, on l'a dit, ce texte est bien sûr arrivé dans quelques jours ici au Sénat. Est-ce que ce principe d'incessibilité pourrait être gravé dans le marbre du texte sénatorial qui va être examiné par le Sénat ?
Les discussions, possible. Les discussions sont en cours, y compris avec le Conseil d'État, parce que ça n'est pas simple, encore une fois, d'écrire que on a deux sociétés, notamment la SA SNCF Mobilité et la SA SNCF Réseau, ne pourront jamais être touchées quant à leur capital. Là, c'est un débat entre juristes et il va bien falloir voir comment l'ingénierie juridique de ce texte va être consolidée. Pas simple en effet. Alors en parallèle, dans le même document, on apprend dans le même compte rendu, on apprend que l'entreprise publique elle souhaite déposer un amendement pour filialiser l'activité des trains régionaux, les TER, ce qui impliquerait en fait, pour que les gens comprennent bien, que les cheminots de ces TER ne seraient donc plus aux mêmes conditions sociales que ceux de la SNCF, c'est ça ? Alors là, la SNCF est assez claire. Elle dit qu'il s'agit sur des marchés extrêmement précis de pouvoir se donner la possibilité de créer des filiales. Ça s'est déjà passé en fait en région parisienne sur une ligne de tramway, le T11, où on a créé une filiale commune à Keolis, qui est déjà une filiale de la SNCF, et à Transilien, pour avoir de meilleures conditions. Donc c'est ce que redoutent les syndicats, c'est qu'on crée une multitude de filiales pour s'adapter à des marchés très particuliers. Donc est-ce que c'est une stratégie globale de filialisation ou est-ce que c'est au cas par cas? Là aussi, il va falloir des éclaircissements. Dont les salariés n'auraient pas les mêmes garanties sociales que évidemment, sur une filiale de droit privé, n'auraient pas les mêmes garanties. Alors, sur l'examen au Sénat, Édouard Philippe, le Premier ministre, a parlé la semaine dernière, quand il a reçu les syndicats, il a parlé d'amendements. Sur quoi vont porter ces amendements? On sait qu'il y a deux éléments. Il y a à la fois les conditions d'ouverture à la concurrence, mais également, j'allais dire, l'équation économique, c'est-à-dire la dette. Oui, c'est les deux grands ensembles. Premièrement, l'ouverture à la concurrence. Il y a déjà eu beaucoup de choses qui ont été mises dans le texte de l'Assemblée nationale. Les syndicats en demandent encore plus pour faire en sorte que ce fameux sac à dos social, lors du transfert des salariés dans une entreprise privée, soit le plus conséquent possible. Donc là, il y a encore des choses à mettre. En tout cas, la CFDT et l'UNSA ont proposé des dizaines d'amendements pour rassurer leurs salariés. Et puis le deuxième ensemble, et c'est là que c'est encore le plus intéressant, c'est l'équation économique, la trajectoire économique et financière du groupe. Pour l'instant, le gouvernement n'a pas dit grand-chose, parce que sur la dette, il ne veut pas se prononcer avant le 23 mai. C'est une date assez importante, un rendez-vous avec Eurostat au niveau européen. Mais il y a aussi la question du financement, de l'entretien et de la régénération des voies. Là aussi, il n'a pas dit grand-chose. Est-ce qu'il va mettre un peu plus d'argent chaque année pour faire en sorte que l'infrastructure, sans laquelle un train privé ne roulera pas mieux qu'un train public, soit de qualité? Donc là, c'est vraiment le grand rendez-vous qui permettrait éventuellement aux syndicats de s'en sortir à tête haute et de dire, voilà, on a obtenu de l'argent supplémentaire pour que ça roule mieux. Et ça, c'est quand même un élément important pour les Français de savoir qu'on va consacrer davantage d'argent pour le ferroviaire. Et puis, dernier point, mais qui n'est pas vraiment dans les amendements au Sénat, c'est la modernisation de l'entreprise SNCF et donc l'amélioration de sa performance et sa productivité. Très rapidement, à ce stade, quelle sortie de crise est envisageable? Que peuvent encore espérer les grévistes qu'on voit très mobilisés aujourd'hui? Si on les écoute, eux, ils voudraient bien avoir plus que des victoires sur les détails. C'est-à-dire qu'ils voudraient quand même aller retourner vers ceux qui font grève aujourd'hui de façon assez massive, en leur disant voilà ce qu'on a obtenu. Et pas simplement des contenus d'amendements ou des détails sur l'ouverture à la concurrence, le statut, l'organisation de l'entreprise. Donc ils ont besoin de quelque chose de substantiel. Et comme le gouvernement aujourd'hui refuse de céder sur les 3 points, statut de l'entreprise et ouverture à la concurrence, on imagine que ce qu'il pourrait obtenir, c'est sur la trajectoire financière, sur la dette et sur le financement des infrastructures. Très bien, très bien. Merci beaucoup. Merci Gilles Lansard d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Puisqu'on a entendu Agnès Buzyn qui a reçu cet après-midi les représentants des urgentistes, il était temps qu'Agnès Buzyn justement consacre ce rendez-vous aujourd'hui. Oui, tout à fait. Ça fait un certain moment qu'on était en attente de ce rendez-vous pour parler d'une politique, j'allais dire, globale de la gestion des urgences en France. Bon, suite à ce drame qui est arrivé au SAMU de Strasbourg, c'était l'occasion pour remettre, je dirais, l'occasion de parler un petit peu sur le fonctionnement des urgences à travers la France. Il y a une réelle prise de conscience des difficultés rencontrées par les urgences aujourd'hui en France de la part du ministère, Frédéric Adnet.
Ah oui, malheureusement, on a attendu un peu ce drame que nous avons évoqué, que la presse a largement évoqué, pour mettre en lumière un petit peu la difficulté de notre métier. Et l'accent a été mis sur le premier maillon du déclenchement des secours, très spécifiquement français. Hein. En France, notre doctrine, c'est l'hôpital va au domicile. Donc on envoie des médecins hospitalier, du service public hospitalier au domicile du patient. Et le premier maillon de cette chaîne de secours, c'est les assistants de régulation médicale. Et je découvre là les propositions du Sénat de l'année dernière, qui sont, à mon avis, des très bonnes propositions pour essayer d'un petit peu d'encadrer ce métier qui est, encore une fois, extrêmement difficile. Ouais. François Mali, votre réaction? Justement, on a vu quelques annonces d'Agnès Buzyn, plus de moyens, une meilleure formation. Et puis peut-être on va y venir aussi à la mise en place d'un numéro unique qui ne fait pas l'unanimité. Bon, il y a beaucoup de choses à dire. Enfin, la première, c'est que c'est stupéfiant, quoi. Le SAMU est capable de faire des choses extraordinaires. Sur un quai de métro à Paris, on peut vous faire une circulation extracorporelle. Et puis vous apprenez à l'occasion de ce drame que les gens, le premier rideau, ceux qui ne sont pas qualifiés. Donc évidemment, on tombe de très très haut dans des centres hospitaliers universitaires. Strasbourg, c'est un énorme truc formidable. Et alors, on entend toujours des récriminations des médecins, tout ça, ça ne va pas. Mais on n'a pas vu le truc le plus énorme qui soit, c'est-à-dire que on met, comme vous le dites, Madame la sénatrice, des gens. Bon, on ne sait pas trop quoi en faire, on les recrute dans des corps de métiers administratifs, puis on les forme pas. Il faut savoir qu'en France, le leader des call centers mondiaux, c'est la France. Hein. Ce sont des sociétés françaises. Depuis 2000, les call centers, on en utilise tous les jours. Vous pensez qu'un aiguilleur du ciel pourrait faire ça? Non, parce que ils sont normés, parce qu'il y a des alertes aujourd'hui qui permettent cette conversation, normalement, il ne s'agit pas d'une question de moyens. Il y a des détecteurs d'émotions, de paramétrage, des questions que l'on doit poser. Normalement, le régulateur, il aurait dû avoir une lumière rouge qui s'allumait. Donc, ce n'est pas un problème de manque de moyens, il faut se les donner, les moyens. Moi, je suis frappé d'une autre chose. On n'a aucun retour sur l'activité de ce que font les urgences en termes de qualité. Mais rien, c'est totalement vide. Donc, je ne vois pas comment on peut faire si on n'analyse pas ces erreurs, si on ne forme pas les gens. C'est pas la première fois que le SAMU est condamné. Derrière, il y a une grosse condamnation au CHU de Nantes. Et ces condamnations vont augmenter si on ne change rien, parce que le flux des urgences augmente de façon considérable. On rappelle effectivement les chiffres. Hein. En 20 ans, le nombre de passages aux urgences est passé de 8 à 22 millions et les appels au SAMU de 10 à 35 millions. Laurence Cohen, on voit aujourd'hui effectivement les propositions de votre rapport qui trouvent un écho, je le disais, particulier. Vous aviez vu justement cette difficulté pointée à l'instant par François Mali du manque de formation, en tout cas de la formation insuffisante pour ce qu'on appelle ces ARM, ces agents régulateurs médicaux. Écoutez, d'abord, moi je veux quand même souligner qu'on est face à un drame terrible, parce qu'à partir du moment où il y a le décès de quelqu'un, déjà on ne peut que s'incliner et puis essayer de trouver les raisons qui ont conduit à ce drame. Donc déjà, on est tous amenés à avoir une certaine humilité pour bien analyser les choses. Ma deuxième remarque, c'est qu'effectivement, vous l'avez souligné, ce rapport, c'est un rapport d'information. Il a été fait il y a 1 an. Il a été fait sur une proposition donc, de la Commission des affaires sociales du Sénat, avec 3 sénateurs-sénatrices de sensibilités politiques différentes, René-Paul Savary, LR, Catherine Génisson, Parti socialiste, et moi-même communiste. Et nous avons fait un certain nombre de recommandations, dont celle que vous avez citée concernant les armes. Et ça fait 1 an. Et on a été reçu par le ministère qui nous a dit vos propositions sont fort intéressantes. Et puis ça n'a pas bougé. Mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de ce drame, au-delà de ce qu'on est en train de pointer, le titre de notre rapport, c'était les urgences, et c'est les urgences hospitalières, miroir des dysfonctionnements de notre système de santé. Je crois qu'on ne peut pas tout imputer non plus à l'hôpital et aux urgences. Il faut avoir une réflexion globale et il faut que la ministre entende aussi le fait d'arrêter de faire des suppressions budgétaires à tire-larigot et arrêter de pomper des milliards et des milliards à l'hôpital public en lui demandant. Est-ce que c'est une question de moyens? On va demander, Frédéric Adnet, cette mauvaise gestion, si on peut dire, des urgences aujourd'hui? Oui, je ne voudrais pas non plus. Alors, je m'associe tout à fait à ce que vous avez dit sur ce drame, hein, et j'étais moi aussi extrêmement choqué par le manque d'empathie quand j'ai écouté cette demande. J'étais choqué comme des millions de Français, mais j'attends quand même le résultat des 3 enquêtes pour savoir un peu quelles ont été les circonstances qui ont amené à cette réponse qui était complètement inadaptée et choquante. Mais je voudrais dire aussi une chose, comme vous l'avez souligné, 31 millions d'appels au SAMU
SAMU, 20 millions de personnes en France qui visitent les urgences. Il ne faudrait pas que ce drame occulte ce que font les urgentistes, ce que font tous les acteurs des services d'urgence, qu'ils soient préhospitaliers dans les SAMU ou intra-hospitaliers dans les urgences. On sauve des vies tous les jours. On a un système que le monde entier nous envie. On amène des médecins et toute la technologie. Vous avez fait référence tout à l'heure aux circulations extracorporelles qu'on pouvait pratiquer même dans le métro, puisque ça a été médiatisé. On amène les dernières technologies de ressuscitation, de réanimation au domicile du patient. On prend en charge les infarctus du myocarde, on les amène directement en salle de cathétérisme pour déboucher les coronaires, pour les accidents vasculaires. Donc là, c'est une erreur individuelle, la procédure n'a pas été respectée, c'est ça que vous êtes en train de nous expliquer ? Ce que je veux dire, il ne faudrait pas non plus que le mot dysfonctionnement soit collé au mot SAMU et urgence. On a une masse de personnes qui nous font confiance et je crois que le service rendu que l'on donne à la population française en termes d'apport de vie sauvée et en termes de santé publique, il est majeur. Il est majeur en France et encore une fois sur un système que le monde entier nous envie. Alors bien sûr qu'il y a des dysfonctionnements, mais bien sûr qu'il y a aussi, on a des process qui permettent d'analyser ces dysfonctionnements. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon les RMM, les revues de mortalité. On en fait. Vous en faites, mais personne ne les voit. Ah ben, non mais je peux vous dire, moi tous les ans on fait un palmarès des hôpitaux, on a la base de données du PMSI, vous n'êtes pas dans le PMSI, il n'y a pas de description des actes diagnostiques. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a, oui, un travail à l'intérieur des hôpitaux de revue de morbidité, mortalité, mais ces documents ne sont pas publics, tout cela n'est pas public. Et il y a un vrai problème, parce que c'est un système qui tourne comme ça sur lui-même, avec un manque de moyens, mais lié aussi très souvent à des désorganisations, à des concurrences qui ne devraient pas avoir lieu d'être, et une vision un peu apocalyptique qu'on donne aux Français du système. Il faut savoir que 70% des Français qui viennent aux urgences, ils sont vus en moins de 30 minutes. Hein. Oui. Simplement, il y a des endroits surchargés, et il y a des endroits où, je pense, on n'a pas pris la mesure de ce qu'il faut faire, notamment former les gens. Enfin, moi, je reste stupéfait. Il va falloir, sur ces ARM, sur ce point faible qui est maintenant identifié, que l'on produise un travail. Que j'espère que les SAMU de France, les centres 15 de régulation, qu'on va écouter les conversations, qu'on va faire un retour d'expérience. Si on ne le fait pas, elles sont déjà enregistrées et écoutées, les conversations. Comment ça se passe dans votre service, par exemple, Rafik Mouli ? Moi, je ne fais pas du SAMU, moi je suis aux urgences, mais toutes les conversations du SAMU sont enregistrées. En tout cas, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Mais moi, je rebondis par rapport aux analyses des erreurs et des dysfonctionnements qui se passent dans les hôpitaux. On a des RMM, ce que l'a dit Frédéric. Donc, c'est qu'on fait tous les mois ou tous les 2 mois une analyse des erreurs qui sont susceptibles d'engendrer un accident. Ils sont publics. Ah bon ? En cas particulier, la Haute Autorité de Santé, elle est passée aux urgences de Pompidou il n'y a pas longtemps, et elle nous a félicité pour le travail qu'on fait par rapport à l'analyse de ces erreurs-là. Et on les valorise, ils sont publics, vous pouvez venir quand vous voulez, on vous les présente. Mais moi, je reviens un petit peu sur... J'allais dire, c'est un drame, je l'ai dit au début, mais je pense qu'il ne faut pas focaliser sur le fonctionnement des urgences et des SAMU. On fait, je pense qu'il faut remonter un petit peu plus loin. Depuis l'adoption de la loi Bachelot, les choses ont été organisées plutôt sur le plan économique que sur le plan, j'allais dire, humain et qualité. Notre travail, il est à 90% centré sur le humain. Et finalement, on n'a pas le temps de donner de l'humain actuellement, parce qu'effectivement, vous l'avez dit, qu'il faut voir les gens. On est content de voir les gens en 30 minutes, mais finalement, on les voit en 30 minutes. Mais effectivement, est-ce que c'est une qualité de soins de voir les gens en 30 minutes assez rapidement ? C'est ça qu'il faut travailler sur, la qualité des soins, et c'est un travail... Mais vous êtes d'accord quand même sur la formation de ces agents qui est largement insuffisante. D'ailleurs, beaucoup de personnes ont été surprises de ne voir que ce n'étaient pas des médecins ou des étudiants en médecine qui prenaient les appels. Peut-être Laurence Cohen. Moi, je veux faire 2 remarques. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a ce manque de formation et donc les préconisations qu'on a données il y a 1 an au travers de notre rapport d'information et qui sont connues du ministère et qui n'ont pas donné, qui n'ont pas été prises en compte, ces recommandations. Donc là, c'est un premier problème. Ensuite, je pense qu'il faut aussi faire attention parce qu'il y a des milliers d'armes, on les appelle comme ça, et qui font très bien leur travail.
et qui font un travail qui est extrêmement lourd et qui est surtout très responsabilisé parce que effectivement, il faut prendre très vite le pouls, si je puis dire, de la personne. Alors, il a pu y avoir, et là, visiblement, quand on entend les propos, c'est insoutenable, hein, c'est absolument insoutenable. Donc, effectivement, là, il faut poursuivre l'enquête et voir ce qui s'est passé, mais il ne faut pas généraliser. Ça, c'est ma première remarque. Et ma deuxième remarque, faisons attention aussi. Bien sûr qu'il faut former les personnels, c'est dans notre... les former, tout ça, ok. Bien sûr, il faut s'interroger aussi par rapport au fonctionnement des urgences. Mais aussi, il ne faut pas être hypocrite. C'est-à-dire qu'il faut aussi voir comment fonctionne la médecine de ville. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la médecine de ville, elle est défaillante. Les urgences, si elles sont aussi saturées, c'est parce que les gens ne trouvent pas non plus de réponse ailleurs qu'à l'hôpital. Alors, il faut relativiser, parce que là, je suis prise par le temps, donc ça caricature un peu les propos, et j'en suis désolée. Mais c'est parce que je ne veux pas que, tout à coup, on focalise sur les urgences, sur l'hôpital. On a compris l'essentiel de votre propos, Laurence Cohen. Peut-être Frédéric Adnet, ensuite François Magny. Oui, je suis partiellement d'accord avec ce que vous venez de dire. Je crois que vos auditeurs doivent comprendre ce que c'est que le métier d'arme. Le métier d'arme, c'est le premier maillon quand vous appelez les secours. Quand vous faites le 15... On rappelle agent régulateur médical. Assistant de régulation médicale, arme. Quand vous faites le 15, vous tombez sur une arme qui, sa première mission, c'est de prendre les coordonnées. Parce que si on envoie les secours, il faut bien savoir où on va. Et quelquefois, les patients ne comprennent pas qu'il faut donner son adresse de manière exacte et savoir comment on arrive chez la personne. La deuxième action de l'arme, qui est essentielle, c'est de déclencher les secours si l'urgence est vitale et évidente. Et donc, elle a une responsabilité énorme. Et ensuite, elle passe l'appel, selon la nature de la détresse, au médecin régulateur, qui peut être un médecin hospitalier ou un médecin libéral. Et donc, elle a un rôle de pivot, un rôle fondamental dans le déclenchement des secours. Et je vous rejoins, c'est un métier extrêmement stressant, parce qu'elles sont d'une part confrontées à la détresse, à la mort, à des gens qui appellent à l'aide, et d'autre part, elles ont une responsabilité énorme pour localiser les secours et savoir aiguiller l'appel. Et donc là, je vous rejoins complètement. Il faut une formation, il faut un diplôme national pour ces assistants de régulation médicale. Elles n'ont que des formations parcellaires qui dépendent un peu d'un département. Il y a aussi la dimension de manque d'empathie dans le propos qu'on a pu entendre, qui a aussi partie de la formation. Oui, mais c'est bien pour ça qu'il y a des logiciels d'aide. Cette personne aurait pu avoir la veille des problèmes, je ne sais pas, sentimentaux, de tous ordres. Et puis, un jour, vous déraillez. Il ne s'agit pas d'accuser la personne. Mais aujourd'hui, on a de formidables systèmes, justement, d'aide à la décision qu'il faut utiliser. Et quelles que soient les prouesses du SAMU, des urgences, de l'hôpital français, il n'empêche qu'une affaire comme celle-là, ça crée des doutes. Alors, il faut quand même rassurer les Français. Moi, ce que j'attends d'affaires comme ça, qui se succèdent, et il y en aura de plus en plus si on ne fait rien, c'est qu'on décide très vite de faire un plan de formation de ces ARM, qu'on reprenne tout, qu'on voit un peu dans chaque hôpital, chaque structure de soins, où ils en sont, s'ils sont en souffrance. Enfin, bref, qu'on prenne des décisions, parce que c'est bien gentil de dire on est formidable, mais il faut que les... Oui, mais prendre des décisions... Est-ce qu'il faut aussi un numéro d'appel unique? Ça fait partie des propositions. C'est expérimenté dans certains départements. On essaie d'en lancer un troisième, les gens n'y comprennent rien. Chaque ministre, on dirait, arrive et dit voilà, je voudrais un numéro. Ça n'a pas de sens. Il faut un numéro unique. Ils sont connus, les numéros. Ouais. Vous êtes d'accord sur cette proposition du numéro unique? En tout cas, nous, au niveau de la MUF, c'est quelque chose qu'on défend depuis des années. La plateforme unique, ça évite aux gens d'appeler des fois la preuve. Ce drame est arrivé à l'appeler le 17, après le 18, après passer au 15. S'il y avait une seule plateforme unique, je pense que les choses... Bon, en tout cas, ce que la MUF défend par rapport à cette plateforme unique, ça fait partie de notre point important. Sur ce point, Frédéric Adnet ? Je ne suis pas sûr que la réponse au drame qu'ont vécu la famille soit la plateforme unique. Je vous rappelle que cet appel est arrivé au 17, ensuite au 18 et ensuite au 15, et que l'accueil au 18 de cet appel était du même ordre de l'accueil qu'elle a eu au 15. Et donc les personnels, qu'ils soient du 18 ou du 15, ça s'appelle pas des assistants de régulation médicale au 18, mais c'est, on va dire, l'équivalent, ont, si vous voulez, un peu la même formation et confrontés au même problème. Mais la plateforme unique, elle peut être, bien sûr, il faut simplifier les choses, mais elle peut être aussi virtuelle. Mon service, le SAMU de la Seine-Saint-Denis, il est parfaitement interconnecté avec la brigade des sapeurs-pompiers. Lorsqu'un appel arrive au 18 et que c'est une urgence médicale, il est aussitôt
basculer, interconnecter de manière virtuelle, parce qu'on a une technologie qui permet de faire cette interconnexion de manière complètement instantanée au SAMU. Et donc, si vous voulez, la plateforme unique, c'est pas forcément de mettre tout le monde au même endroit. C'est de se donner les moyens technologiques, et on les a actuellement, de pouvoir interconnecter, mais en temps réel, les appels. Quand le SAMU reçoit un appel pour un incendie ou pour un accident de la voie de circulation, ça arrive très souvent. On passe l'appel tout de suite aux pompiers, on a des lignes dédiées, et la réciproque est vraie. Lorsque les pompiers ont besoin du SAMU, on est complètement interconnectés. Donc la proposition est sur la table. Voilà. La plateforme unique, elle ne se décline pas à on fait un numéro unique, on met tout le monde dans la même pièce. Il y a des solutions, il y a des missions spécifiques de prompt secours, d'accidentologie, qui ne sont pas des missions de santé. Par contre, les missions d'urgence médicale, c'est pour cela qu'a été créé le SAMU, et qui se différencie quand même de la plupart des missions de la brigade merci des pompiers. Frédéric Adnet, merci à vous Laurence Cohen, on aura l'occasion de reparler des propositions du Sénat. Merci à vous Rafik Mahmoudi et merci à vous François Mali. Ce verrou de Bercy, il a été créé, Éric Bocquet, en 1920. À l'époque, quelle était son utilité ? Les temps ont beaucoup changé. Écoutez, je suis pas suffisamment âgé pour connaître comment ça se passait à l'époque. C'est pas ce que je voulais dire. Non, j'ai bien compris. C'est une boutade. Non, mais ce verrou est complètement dépassé aujourd'hui. Je veux dire, avec la création du parquet national financier en 2013, ce verrou n'a plus lieu d'être. C'est une exception mondiale. Il n'y a que la France qui dispose de ce dispositif-là et qui nuit à la crédibilité, qui nuit à la confiance, on est dans un climat de défiance terrible à l'endroit des institutions, des élus particulièrement. Franchement, ça serait un bon point de départ que de supprimer ce verrou pour aller vers autre chose en matière de transparence. Oui, Patrick Kanner, on le voit, c'est pas la première fois que le Sénat tente de supprimer ce verrou de Bercy. Plusieurs textes dont vous étiez d'ailleurs à l'initiative, Éric Bocquet, ont été votés au Sénat. Là, les socialistes ont vu une bonne opportunité de faire une piqûre de rappel au gouvernement ? Enfin, vous savez, c'est un sujet qui ne date pas de quelques années, ça t'est rappelé. D'ailleurs, on appelle le verrou de Bercy, mais c'est le verrou de Rivoli, finalement, historiquement. Nous considérons qu'il faut poursuivre le travail que nous avons nous-mêmes engagé. Le hasard des dates, et c'est vraiment un hasard, fait que M. Cahuzac a été condamné hier à 4 ans d'emprisonnement, dont 2 avec sursis. L'affaire Cahuzac a eu, entre guillemets, un mérite, à savoir la création de la Haute Autorité de la Transparence de la vie publique, la création du parquet financier, et donc la volonté, finalement, de notre République de faire la chasse à ceux qui trahissent nos valeurs. Parce que frauder fiscalement, c'est tricher avec la France. Et donc nous sommes favorables, par cette proposition de loi, à la suppression du verrou de Bercy, non pas de manière idéologique, mais pour dire que c'est maintenant le temps de le faire et que tous les arguments techniques en disant ça ramène un peu d'argent, etc., sont pour nous dépassés. Christine Lavarde, ça a été rappelé, c'est vrai que les LR ont un petit peu changé d'avis, ou du moins la position a évolué sur cette question de la suppression du verrou de Bercy. Pourquoi ? Oui, alors déjà, moi, j'ai pas de problème avec ce changement de position, mais que je trouve légitime. Alors, je donnerai 2 raisons. D'une part, le délai de la justice, qui aujourd'hui est bien plus rapide dès lors que les fraudes, enfin les dossiers sont instruits par les services fiscaux, puisqu'une fois que le dossier est arrivé devant la commission qui instruit ces dossiers, elle a 6 mois pour statuer. Quand on passe au niveau du pénal, en moyenne, il faut 3 ans. Et on connaît certains dossiers fort célèbres, notamment politiques, qui ont pu être mis en lumière à l'occasion de campagnes électorales et qui aujourd'hui n'ont toujours pas été statués au niveau pénal. Donc voilà, il y a déjà un décalage de temps. En plus, tout le monde sait qu'une réforme de la justice est à venir, qui va venir réorganiser l'organisation des différents parquets, de l'instruction. Je ne suis pas certaine que de venir engorger encore un peu plus les services de la justice avec l'instruction de tous les dossiers soit une bonne solution. Et enfin, une autre raison qui me laisse à penser qu'il faut se réjouir en fait de l'initiative qui est proposée aux parlementaires d'être force de proposition sur ce sujet dans le cadre de la loi sur la fraude. Aujourd'hui, voilà, le gouvernement donne l'occasion au Parlement d'être force de proposition. C'est à souligner au regard de ce qu'on nous propose par ailleurs dans le cadre de la réforme des institutions. Jacques Fabre, est-ce que vous comprenez les réticences du gouvernement et aussi des sénateurs, les Républicains, à ne pas supprimer le verrou de Bercy ? Oui, si vous voulez, je pense que nous, on regarde la situation en fonction de nos principes, qui sont la transparence, qui sont l'égalité de traitement des citoyens. Et donc, il est évident que c'est un sujet difficile et technique. Mais il est évident aussi qu'il
il faut que les choses deviennent plus transparentes et qu'on ne se trouve pas dans des situations où le citoyen ne comprend pas pourquoi Pierre n'a pas l'air d'être traité comme Paul. Donc il y a des aménagements sérieux à faire, sachant qu'il s'agit d'un sujet technique. Et je suis d'accord avec ma voisine sur le fait qu'on ne peut pas mettre ça dans les parquets en général parce que ça ne marcherait pas. On passerait de 3 ans, aujourd'hui c'est quelques mois, maintenant on passerait à 3 ans. Mais ceci dit, tous les dossiers importants qui sont internationaux et qui ont aussi certains ont une liaison avec la criminalité organisée, tous ces dossiers-là devraient naturellement passer d'abord par la justice. Simplement, il y a un équilibre technique à trouver parce qu'il s'agit de sujets difficiles. Et quelque part, on parle de quoi? Il y a 18 milliards de redressements par an qui rendent à peu près en fait 12 milliards de rentrées effectives. Parce qu'il y a des faillites, il y a des gens qui organisent leur insolvabilité, mais on parle quand même de 12 milliards par an. Donc si on passe tout au système juridique d'un seul coup, pendant 3 ans, il va y avoir 12 milliards qui manquent. Donc on comprend que les gens du budget soient un petit peu inquiets. Mais quelque part, sur les principes, il faudrait que tout cela soit auditable. Peut-être Éric Bocquet sur ce Oui, point. non, effectivement, suppression du verrou de Bercy, bien sûr. Mise en place d'autres choses ensuite, ça passe forcément par un renforcement conséquent des moyens de la justice. On a auditionné, il y a pratiquement 2 ans, le 18 mai 2016, Madame Moulette, la procureure du parquet financier. Une dame extrêmement compétente, intéressante, et qui déjà, après 3 ans d'existence, déplorait le fait que ses moyens avaient été réduits entre 2013 et 2016. Elle avait cité le chiffre de 93 enquêteurs qui avait été abaissé à 81. Donc déjà, la question des moyens se posait alors qu'ils font un travail remarquable. Ils sont pile poil dans la compétence de ce que fait le verrou de Bercy, de ce que la justice devrait pouvoir faire elle-même et s'autosaisir de ces sujets. Patrick Haner, les socialistes disent que c'est un encouragement aux petits arrangements. On ne sait pas trop ce qu'il se passe à Bercy, c'est vrai? Oui, et puis je pense que c'est presque une question de morale. Je sais bien que parfois morale et politique ne vont pas toujours bien ensemble, mais c'est une question de morale. Pourquoi quelqu'un qui décide, encore une fois, de tricher avec son pays, avec nos valeurs, aurait-il une sorte de régime de faveur qui lui permettrait de se dire, bon, je fraude, et puis si on ne me trouve pas, ce sera parfait. Et puis si on me trouve, j'essaye de m'arranger. Eh bien non, l'idée et la philosophie de cette proposition de loi, c'est de dire que quand on fraude, on est injusticiable comme les autres. Et je pense qu'il faut vraiment avoir ce principe attaché à notre volonté politique, parce que sinon c'est, effectivement, vous l'avez utilisé, c'est la politique des petits arrangements potentiels. Alors Emmanuel Macron, lui, est contre également la suppression du verrou de Bercy. Il l'a redit lors de son interview à nos confrères de BFM et de Mediapart le 15 avril. Le verrou de Bercy, ce n'est pas l'impunité. On réécoute le chef de l'État. Seulement 20%, 1/5 des cas de fraude fiscale les plus importants sont transmis à la justice. Est-ce que vous allez le faire sauter, ce verrou de Bercy? D'abord, il y a une chose. Un verrou, toujours la même. Ça verrouille, ça bloque. Quelle est la règle? Parce qu'on dit des verrous, on a l'impression que ça passe jamais à la justice, c'est pas vrai. Il y a transmission à une commission d'infraction fiscale, dans laquelle d'ailleurs il y a des parlementaires qui sont présents, enfin des gens nommés par les parlementaires, des experts, etc. Cette commission des infractions fiscales, elle décide à ce moment-là de transmettre au juge ou pas. Ça n'est pas une décision du ministre ou de l'administration seule, une commission. Qu'est-ce que ça permet de faire, ce système? Ça permet que la France est un des pays où on recouvre le mieux contre les fraudeurs. Le verrou, pour finir ma réponse à M. Plenel, je voulais juste dire, c'est pas l'impunité, c'est qu'on privilégie la punition fiscale parce que ça le fait des rentrées budgétaires et que tous les dossiers les plus importants sont transmis à la justice. Et donc si vous dites qu'il y a un doute là-dessus, faut les entendre, les doutes. Alors, moi je suis prêt, c'est les parlementaires qui auront à le trancher, mais est-ce qu'on définisse un seuil au-delà duquel, de manière systématique, on transmet les dossiers à la commission d'infraction fiscale? Yeah. Mais là-dessus, nous serons intraitables en matière de fraude. Intraitables. Cette définition d'un seuil à partir duquel les dossiers seraient transmis justement au parquet, ça c'est une bonne solution selon vous, Christine Lavarde? Alors le fait qu'il faille rendre plus clair les critères qui permettent de décider qu'un dossier reste dans la phase où effectivement on peut discuter, sachant qu'il faut quand même peut-être redonner l'ordre de grandeur. Il y a à peu près un peu plus de 2 milliards d'amendes qui sont imposées en plus des sommes recouvrées, et sur ces 2 milliards d'amendes, il y a seulement 1% qui est négocié et qui finalement est, entre guillemets, effacé. Donc voilà, 1% de négociation sur une somme quand même considérable qui alimente de manière certaine les ressources de l'État. Alors après, sur le seuil, je pense qu'il va falloir quand même mettre des garants, puisque si on donne un seuil, c'est automatique. Et là, pour le coup, on pourra rentrer dans des combines avec des conseillers fiscaux qui permettront d'être juste en dessous du seuil. Et puis, que se passe-t-il ensuite si jamais au cours de l'instruction, on se rend compte que finalement, certaines sommes ne rentrent plus et que donc on redescend
en dessous du seuil, qu'est-ce qu'on fait du dossier, est-ce qu'il sort de la procédure. Donc voilà, moi je serai attentive sur le niveau du seuil. Par contre, je pense qu'effectivement, il faut qu'on clarifie les critères qui font qu'on est dans les 4000 ou dans les 1000 qui passent devant la commission. Jacques Fabre, quand Emmanuel Macron dit le verrou, ce n'est pas l'impunité, il a raison, le chef de l'État ? Il n'a pas vraiment raison, puisqu'il y a quand même... enfin, il a raison. Il y a 1000 dossiers qui passent en justice par an. Bon, est-ce qu'il faudrait qu'il y en ait plus? J'en sais rien. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur la question du seuil, parce qu'il y a le seuil, mais il y a aussi la nature. Oui, c'est ça. Et il y a les deux choses. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est des critères internes à Bercy, mais il faudrait que ces critères soient définis publiquement, peut-être par... ça a été suggéré par Darmanin, d'ailleurs, par le Parlement, pour que ça soit clair, et surtout que ça soit auditable. C'est-à-dire qu'il y a 15 000 dossiers qu'on regarde, il y en a 5 000 qui sont douteux, et il y en a 1000 qui vont à la CIF. Bon, le problème, c'est pas les 1000, le problème, c'est ceux qui y vont pas. Et il faudrait que quelqu'un puisse, d'extérieur au ministère des Finances, voir pourquoi les différences entre 4000 et 1000 n'y est pas passé. Au moins, dans une première étape, si vous voulez, on aurait la possibilité d'auditer les décisions assez techniques, certes, mais qui font que Monsieur Machin va en justice, Monsieur Dupont n'y va pas. Donc ça serait assez important d'avoir au moins cette facilité. Ce n'est pas satisfaisant pour vous, Éric Bocquet, cette disposition, cette proposition, et c'est celle de Gérald Darmanin, effectivement, d'associer le Parlement ? Oui, associer le Parlement, ça je suis triplement d'accord avec cette proposition. D'ailleurs, ça figurait dans les propositions qu'on avait formulées dans les rapports des commissions d'enquête en 2012-2013, que le Parlement soit associé d'une manière ou d'une autre dans ses compétences. On n'est pas fiscaliste, on n'est pas juriste, mais on est le représentant de la nation. Et à ce titre-là, c'est nous qui votons le budget, donc on a des comptes à demander pour les recettes qu'on vote chaque année. L'impôt, c'est la loi, on ne négocie pas son impôt. Voilà, vous gagnez ça, vous payez ça. Donc oui, à ce titre-là, le Parlement doit avoir un rôle, je ne sais pas lequel, il faut construire quelque chose, un outil qui soit pertinent et juridiquement fiable. Mais les parlementaires, on voit au chapitre sur le sujet, on est mis à l'écart aujourd'hui. C'est ce problème d'opacité, de manque de transparence qui vraiment fondamentalement pose problème, au-delà du problème du seuil qui n'est à mon avis pas la réponse. Et sur l'impunité, c'est vrai qu'aujourd'hui... écoutez, il n'y a pas un fraudeur fiscal en prison aujourd'hui. Et par contre, on a eu connaissance dans les gazettes il y a 1 an, je crois, un SDF qui avait volé un paquet de pâtes qui a pris 2 mois ferme, par exemple. Sans tomber dans le populisme, excusez-moi, c'est une réalité. Selon que vous serez puissant ou misérable, etc. etc. Il y a un problème. C'est bien ça la question. Effectivement. Parce que finalement, le smicard qui paye ses impôts, qui parfois peut oublier de déclarer ceci ou cela, il ne peut pas d'ailleurs, parce que tout est déclaré, et encore plus maintenant avec la sur la source potentielle, voilà, lui, il sera coincé. Et par contre, ce sont entre guillemets, les plus gros revenus qui vont essayer de dissimuler ce qu'ils doivent payer à la République, à l'État. Et donc, le verrou de Bercy, c'est quand même une forme d'incitation, non pas à la fraude, mais en tout cas une incitation à être en dehors des clous. Le supprimer permet, à mon avis, d'être aussi dans une logique de prévention de la fraude. Et ça, c'est une expression importante pour nous. Christine Lavarde, c'est vrai que ça donne aussi un mauvais exemple. C'est aussi une question de morale politique, peut-être ? Alors, il faut quand même aussi se rendre compte que les principaux sujets concernent des entreprises. Les principaux impôts concernés par les redressements, c'est l'impôt sur les sociétés, puis la TVA, et après, dans une proportion beaucoup plus faible, aussi bien en nombre de dossiers qu'en valeur, des dossiers de particuliers. Donc aujourd'hui... Alors, est-ce que, quand on en est là, on peut bien parler de fraude, puisque c'est pas, il y a eu les différentes étapes du contrôle avant qui ont pu ou pas faire état d'une erreur. Et à ce moment-là, effectivement, de toute façon, l'amende qui est imposée est aussi proportionnée au caractère intentionnel ou pas de la non-déclaration. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a quand même un système à plusieurs échelles, instruit par les services fiscaux qui ont la connaissance, parce que le droit fiscal, il n'en échappe à personne, que c'est extrêmement compliqué. Si demain, on doit tout transférer directement au monde judiciaire, ça nécessite en plus que le monde judiciaire se forme à ces procédures. Je ne sais pas si c'est ce qui nous fera gagner en rapidité du traitement de ces dossiers. Et après, je reste très attachée au secret de l'instruction, quel qu'il soit, que ce soit dans le domaine fiscal ou dans le domaine judiciaire. C'est vrai qu'on a parlé de Gérald Darmanin. Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, est aussi contre la suppression du verrou de Bercy, Jacques Fabre. Je ne sais pas, c'est peut-être un problème de solidarité gouvernementale, donc je ne peux pas me prononcer sur les analyses de Madame la ministre de la Justice. Simplement, quand vous parliez des entreprises, je pense que pour les entreprises, ce serait assez intéressant que les fraudes fiscales graves, d'ailleurs je crois que c'est dans le projet de loi de Darmanin, deviennent publiques, parce qu'il y a une question d'image qui est importante. Quand il y a des gens qui se promènent... Alors on sait qu'il veut mettre en place ce qu'on appelle le name and shame. Par exemple, oui, on parlait bien français, quand on se promène autour du siège d'Apple en disant « Apple paye tes impôts ça me paraît assez normal. Il y a un problème de justice fiscale, mais il y a aussi, avec ces échappatoires, alors
plus que la petite fraude à la TVA, mais au point de vue international, il y a des problèmes de distorsion de concurrence qui sont vraiment très, très importants. Et donc, c'est pour ça que le problème dont on parle aujourd'hui est important. Le problème plus important, c'est plutôt qu'il faudrait le traiter au niveau européen pour faire en sorte que toutes ces évasions fiscales qui se créent fassent qu'un certain nombre d'entreprises, non pas multinationales, comme on dit, mais transnationales, se permettent d'avoir des taux d'impôt effectifs très faibles, alors que la PME française qui cherche à démarrer a des taux beaucoup plus forts. Donc ça me paraît un point à creuser. Patrick Haner, mais est-ce qu'aujourd'hui, avec ce système, certaines personnes, certains fraudeurs passent encore à travers les mailles du filet ? Oui, bien sûr. Ça, cela est constaté. Et c'est pour cela qu'il faut renforcer toutes les dispositifs de dissuasion et aussi lutter contre cette exception française. Bientôt, nous aurons peut-être la suppression de la Cour de justice de la République. C'est prévu. Parce que c'est une juridiction d'exception. Eh bien là, nous avons un dispositif d'exception qui ne concerne que les délits fiscaux. Pourquoi eux et pas les autres? Donc nous voulons simplement, nous, harmoniser la manière dont la France fonctionne par rapport à ceux qui veulent la tromper. Éric Bocquet. Oui, passer à travers les gouttes, c'est une réalité. Enfin, toutes les révélations qu'on a pu découvrir ces dernières années l'ont illustré abondamment. Les sociétés écrans, les prête-noms, entreprises fictives, etc. Et ça va jusqu'aux héritages de grandes stars de la chanson française qu'on découvre après le décès. Donc voilà, les trusts, etc. Tout ce système-là. Donc le verrou de Bercy, c'est franco-français, effectivement. Et vous avez raison, M. Fabre, c'est à l'échelle européenne au moins et mondiale qu'il faut traiter le problème. La concurrence fiscale est redoutable et on est dans le dumping fiscal. Donc effectivement, chacun fait son petit shopping fiscal pour aller payer le moins d'impôts possible dans le pays qu'il choisit. On rappelle les propositions de Gérald Darmanin qui dit que, il propose que les clés du verrou soient justement données au Parlement. Des aménagements devraient figurer dans les conclusions de la mission qu'il a confiée à vos collègues députés en associant le parquet à la procédure. Ça se fait chez les pays voisins européens. Ça, c'est une bonne piste. Oui. Peut-être déjà aujourd'hui, une loi, je ne sais plus si elle date de 2013 ou 2016, a déjà permis qu'en fait la justice puisse être saisie avant même l'instruction totale de Bercy, notamment lorsque les services de l'administration fiscale estiment qu'ils n'ont pas l'ensemble des ressources pour pouvoir instruire une fraude qui est d'une complexité qui dépasse nos frontières. Donc aujourd'hui, ce lien existe déjà finalement entre l'administration fiscale et les moyens de la justice. Donc effectivement, après, je pense qu'il est nécessaire de rendre l'ensemble de la procédure plus transparente et c'est ce à quoi nous sommes appelés à faire des propositions dans le cadre de la loi dite contre la fraude. Jacques Fabre. Oui, je pense qu'il faudrait vraiment que, clairement, certains types au moins dans un démarrage, certains types de fraudes, quand c'est international et quand c'est lié à des questions de délinquance organisée, systématiquement la justice soit mise dans le coup. Aujourd'hui, il y a un paradoxe, c'est quand la justice est mise dans le coup pour l'exercice 2014, mais qu'on s'aperçoit que ça a glissé en 2015, elle ne peut plus travailler sur 2015. Donc ça, c'est assez aberrant, si vous voulez. Donc il faudrait vraiment que, pour un certain type de situation, automatiquement la justice soit dans le coup, et que si on accepte, parce que pour des raisons d'efficacité, etc., si on acceptait qu'un certain type de verrou de Bercy réduit existe, il faudrait que l'auditabilité absolue des cas qui ont été revus et sur quels critères qui ont été fixés par le Parlement, machin y est passé et Pierre n'y est pas passé. Donc ça, c'est vraiment comme ça, on pourrait au moins avoir une évidence de transparence dans le traitement des sujets. Égalité devant l'impôt, égalité devant la fraude fiscale. Il faut beaucoup de parlementaires pour assurer une telle responsabilité. Là, vous parlez quoi, révision constitutionnelle, par exemple. Mais voilà, c'est un lien. Si on veut un Parlement efficace, effectivement, il faut un nombre de parlementaires qui le permettent. Est-ce que vous voyez, alors peut-être pas aujourd'hui, on ne sait pas encore à l'issue de la proposition de loi, mais une ouverture de la part de Gérald Darmanin dans ses propos? Il y a des avancées, incontestablement, on ne peut pas le nier, mais c'est tellement présent dans le débat public que le sujet devient incontournable. Aujourd'hui, rester main dans les poches face à tout ce qu'on vit, ça n'est plus possible. Donc il faut bouger. Donc oui, il y a des petites avancées, mais on est très loin du compte encore, notamment sur le verrou, on en a débattu. Voilà, il y a encore beaucoup de chemin à faire, y compris au plan international. Il va falloir s'accrocher et faire pression au sein de l'Europe. Je pense que la France a un poids suffisant pour faire y aller dans ce sens-là. Parce que tous les peuples sont confrontés à cette difficulté, au-delà des États qui sont parfois complices sur les fiscalités, en Irlande par exemple et ailleurs. Mais voilà, l'intérêt général européen est concerné par tout cela. Oui. On parlait du projet de loi en préparation. Qu'en attendez-vous à partir du moment où justement cette disposition de suppression de verrou de Bercy n'y figure pas ?
Ben, écoutez, on va continuer à ferrailler. On est sûr de perdre que les batailles qu'on ne mène pas. Hein, donc, c'est un combat de longue haleine. On le sait, mais on est prêt à le mener. D'où l'intérêt de la proposition de Madame de la Gontrie, notre collègue socialiste, parce que voilà, c'est les piqûres de rappel, avancer pas à pas. Et en tout cas, nous souhaitons le faire avec détermination. Christine Lavarde. Moi, ce que je regrette, c'est que cette proposition, elle supprime le verrou, mais à côté, elle ne propose pas un nouveau moyen, finalement, à part se dire, il n'y a plus, donc ça ira dans la justice. Et aujourd'hui, on sait tous que si ça va dans la justice, les délais seront longs, ça ne sera pas instruit, pour peu que ça tombe sous la prescription, donc ce sera peut-être même encore pire qu'avant. Est-ce un bon argument? Alors après, vous allez nous dire, et avec peut-être raison, qu'il faut augmenter les moyens de la justice. Alors après, on en arrive toujours à l'éternel débat. Comment fait-on pour à la fois réduire nos dépenses publiques, réduire notre déficit? On récupère les 80 milliards d'évasion fiscale. Voilà. Alors justement, si vous voulez bien, si vous voulez bien, Christine Lavarde. Nous ne sommes pas favorables automatiquement à la réduction de la dépense publique, à la différence de LR. Bonjour Laurence Cohen, merci de répondre à nos questions. Ce projet de loi donc sur les violences sexuelles et sexistes adopté hier à l'Assemblée nationale et ce fameux article 2 qui assimile selon certains, selon des critiques, un viol sur mineur à un délit. Quelle est votre position précisément là-dessus sur cet article 2 ? Écoutez, d'abord, je veux vous dire que je pense qu'on a besoin d'un débat sur ces questions et que donc, au niveau du Sénat, nous allons l'avoir en juillet et que d'ici là, nous allons travailler sur cette loi et nous allons faire des auditions. Je le souligne parce que c'est très important pour moi qu'il y ait ce débat, ces confrontations de points de vue. Je crois beaucoup au débat parlementaire, contrairement visiblement au gouvernement. On en a eu la preuve hier avec les retraites agricoles et notre proposition de loi. Donc ça, c'est la première chose, parce que je pense qu'il faut aller au bout des choses, dans la mesure où l'Assemblée nationale a fait bouger aussi des éléments qui étaient proposés par la ministre, la secrétaire d'État, Madame Schiappa. Ça, c'est ma première remarque. Deuxième remarque, je suis assez inquiète aujourd'hui, parce que face aux violences qui sont faites sur les femmes d'une manière générale, et là, on parle de mineurs, il y a beaucoup de paroles, mais il n'y a pas de moyens qui sont dégagés, et notamment, je pense à toutes les associations qui sont vraiment asphyxiées. Ça c'est la deuxième chose. Ça a été d'ailleurs rappelé, justement, ce manque de moyens dans les débats hier soir à l'Assemblée. Mais revenons sur le texte précisément, sur cet article 2. Je vous demandais votre position sur cet article 2. Et je n'allais pas éviter la question. Moi, si vous voulez, ce qui m'inquiète, c'est que Marlène Schiappa avait dit qu'elle porterait un âge en dessous duquel il n'était pas possible de ne pas dire que le mineur était disons, d'accord avec l'acte de pénétration, etc. Le gouvernement a en effet abandonné cette présomption de non-consentement. Voilà, présomption de non-consentement. Or, si vous voulez, nous avons été plusieurs. Moi, j'ai déposé avec mon groupe une proposition de loi qui a effectivement dit présomption irréfragable en dessous de 15 ans. Depuis, il y a des associations qui disent que ça peut être une présomption simple entre 13 et 15 ans. Je pense à la COFRAD. Et puis, en dessous de 13 ans, irréfragabilité. La ministre ne s'est pas acheminée là-dessus. Pourquoi ? À cause d'une peur d'anticonstitutionnalité. Voilà, d'une censure constitutionnelle. Voilà. Bon, moi, je m'étonne de ça, parce qu'il va y avoir en même temps une réforme constitutionnelle voulue par le gouvernement. Donc, on aurait pu faire bouger la Constitution. Et cet article 2 qui transformerait le viol sur mineur en un délit et non plus un crime. Mais c'est pour ça, si vous voulez, j'en viens. De cette façon que vous l'interprétez. Eh bien, j'en viens à cette proposition très concrète de l'article 2, si vous voulez, c'est que ça ouvre la porte au doute. C'est-à-dire, à partir du moment où, d'une façon ou d'une autre, on encourage le fait de correctionnaliser le viol, à ce moment-là, le viol ne devient plus un crime. Or là, on parle d'enfants. On n'a pas à se poser des questions sur le fait est-ce qu'il y a un crime ou est-ce qu'il n'y en a pas. C'est un crime. Le viol, d'une manière générale, il est puni parce que c'est un crime. Ça a été une bataille très, très lourde des associations féministes. Or, aujourd'hui, la ministre a fait grand bruit de cette loi et, en définitive, pour moi, elle semble ne pas améliorer les choses, voire même, au contraire, les aggraver. Est-ce qu'on culpabilise les victimes ?
Je ne sais pas si on culpabilise les victimes dans ce cas-là, mais en tout cas, le débat tel que je l'ai un peu entendu au niveau de l'Assemblée nationale, c'est quand même une surdité à entendre les arguments qui étaient avancés par mes collègues parlementaires. Elle ne veut pas répondre sur le fond, elle est persuadée que de toute façon, elle détient la vérité et donc elle veut passer en force. Très bien, merci beaucoup. Merci Laurence Cohen d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci à vous, Saveria. Et on poursuit le débat en plateau avec mes invités. J'ai le plaisir d'accueillir Françoise Gatel. Bonjour, merci d'être là. Vous êtes sénatrice Union centriste d'Ille-et-Vilaine. Vous avez par ailleurs fait partie du groupe de travail sénatorial justement sur cette question des infractions sexuelles commises à l'encontre des mineurs. J'accueille également Fatima Benomar. Bonjour, vous êtes co-porte-parole de l'association Les Effrontés. Katia Dubreuil est également sur ce plateau. Bonjour, présidente du syndicat de la magistrature. Et Victoire Jasmin. Bonjour, merci d'être avec nous. Sénatrice socialiste de la Guadeloupe. On vient d'entendre, Fatima Benomar, justement la controverse autour de cet article 2 qui a été voté à l'Assemblée nationale en attendant l'examen au Sénat. Aujourd'hui, vous dites que le gouvernement a reculé, finalement, que c'est un signal négatif qui est envoyé aux violeurs ? Très clairement, moi j'étais invitée à l'Élysée le 25 novembre dernier où Emmanuel Macron a dit son discours et où il s'est positionné pour un âge de 15 ans au-dessus duquel il n'y a plus débat pour savoir si une relation sexuelle imposée à une mineure par un adulte est consentie. Donc ça, c'était sur quoi il s'était en tout cas positionné. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est un durcissement de la peine pour ce qui est de l'atteinte sexuelle, c'est-à-dire qu'on ne part pas du principe qu'elle n'était pas consentante, mais que quand même c'est pas très bien pour un adulte d'avoir un rapport sexuel avec une personne mineure, mais ce n'est toujours pas un crime, parce que, encore une fois, il faut faire une démonstration de la menace, de la contrainte, de la surprise, de la violence. Or, par définition, une enfant n'est pas, la plupart du temps, les enfants ne sont même pas en situation de comprendre la situation, de se débattre, de crier. Ils sont face à quelqu'un qui incarne une autorité. Et on peut, typiquement, les cas de Sarah et Justine, c'était ces hommes-là de 22 et 28 ans, elles avaient 11 ans, étaient des inconnus, qui les a pris dans un parc. Alors, ce sont deux cas, effectivement, qui ont défrayé la chronique récemment. Qui ont fait connaître, en fait, qu'il n'y avait pas d'âge minimum. Il y avait une jurisprudence datant de 2005 sur une gamine qui avait 5 ans. Mais sinon, c'est tout ce qu'on avait dans le droit. Et la seule chose, nous, où c'est important quand même, où il y a une avancée, c'est que ça fasse débat. Moi, je suis dans des associations féministes depuis 2009. Le nombre de femmes que j'entends dont la première agression sexuelle a été très jeune, très précoce. La pédocriminalité, l'ampleur de la pédocriminalité et de l'inceste en France est en train de tomber son masque. Et maintenant, il faut voir courageusement ce débat. Françoise Gatel, on sait que le gouvernement est effectivement un peu revenu sur ce seuil d'âge minimal. Il y avait un risque aussi d'inconstitutionnalité, nous dit-on. Oui, c'est dommage que le gouvernement ne nous ait pas plus entendus. Moi, je pense, comme chacun d'entre nous ici, que c'est un sujet extrêmement grave et qu'il s'agit là de délits qui sont juste inacceptables. Et il faut rappeler pour les mineurs que ça concerne aussi bien les petites filles que les garçons. Il faut surtout bien avoir en tête que la plupart du temps, ça se produit dans le milieu familial ou amical des enfants et que ça rend très difficile la libération de la parole. Donc ça, c'est aussi un vrai sujet. Sur l'âge, nous, au Sénat, on a beaucoup entendu, beaucoup auditionné et on s'est rendu compte que mettre un âge, ça satisfaisait à la fois, on va dire, notre intellect, mais que ça posait un grand nombre de questions. Si on déclare qu'en dessous de 15 ans, c'est automatiquement un viol et un crime, cela veut dire qu'un enfant qui a 15 ans et un jour, il sort de la protection. Et que nous avons voulu protéger l'ensemble des mineurs, c'est-à-dire qu'on ne faisait pas de distinction d'âge. Par contre, pour répondre à votre préoccupation, madame, qui est très juste, nous avons eu recours à ce qu'on appelle la présomption de contrainte. Ça veut dire que dès lors qu'on avait un écart d'âge, une question d'incapacité de discernement, la personne accusée était en quelque sorte considérée, sinon comme coupable, mais il lui appartenait à elle d'apporter la preuve qu'il n'y ait pas eu de contrainte. Donc on libérait la victime, qui est déjà émotionnellement très chargée et qui est en difficulté, de devoir prouver qu'elle n'était pas contrainte. Donc c'était une voie
moi je trouvais, alors quand je dis de sagesse, sur ce sujet-là, on a du mal à être sage parce qu'on est profondément ému, bouleversé, mais qu'il faut se rappeler qu'on est quand même dans un état de droit et sécuriser tous les enfants, quel que soit leur âge, et reconnaître quand même, et c'est une difficulté, qu'on peut avoir un enfant, enfin un mineur de 17 ans, qui a une relation amoureuse avec un ou une mineure de 15 ans. Donc comment on fait pour éviter que les parents n'utilisent la procédure et le droit pour contester ce qui est parfois un début d'histoire d'amour, je ne sais pas. Victoire Jasmin, quel regard portez-vous sur le projet de loi Schiappa? Est-ce qu'il est finalement en deçà des attentes et des ambitions initiales? Oui, alors moi je ne comprends pas pourquoi Mme Schiappa propose une telle mesure, dans la mesure où c'est blessant. C'est blessant toutes les personnes qui ont été confrontées à ces situations de viol, sauf pendant des années, n'ont pas forcément toujours eu le temps de dire. Bon, il y a des personnes qui, après de nombreuses années, dénoncent leur violeur. Un viol reste un viol. Donc, c'est un délit, peut-être, mais c'est un crime avant tout. Donc, il ne faut pas que Mme Schiappa et que le gouvernement fassent n'importe quoi. C'est un signe qu'elles-mêmes qu'ils vont envoyer aux victimes, mais aussi aux violeurs eux-mêmes, parce qu'ils ne se rendront pas compte de l'importance de ce qu'ils ont fait. Donc, il faut dissocier les choses. Une jeune ou un jeune qui a moins de 15 ans, qui serait amoureux, qui serait dans une démarche autre que le viol, ça c'est son choix. Les parents, avec leur enfant, devront prendre les dispositions qui seraient les leurs. Par contre, quand il s'agit de viol, c'est quand même très grave, et vraiment trop grave pour qu'on puisse banaliser de cette manière-là. Donc il faudrait qu'il revienne un petit peu sur tout cela. Il faudrait que le gouvernement prenne toute la mesure des signes qu'ils vont envoyer, tant aux associations, aux personnes qui sont victimes elles-mêmes, mais aussi à toutes les conséquences sociales que ça génère après. Parce qu'une personne qui est victime de viol, eh bien, c'est quelqu'un qui, pendant toute sa vie, sera marqué. Katia Dubreuil, on sait que le gouvernement a donc fait le choix dans ce texte de préciser les notions de contrainte morale et de surprise qui sont deux éléments constitutifs du viol. Ça vous paraît suffisamment fort d'un point de vue de la répression ? Écoutez, moi je pense que ce qu'on peut dire, c'est que l'erreur initiale du gouvernement, ça a été d'abord de placer la réponse à ces deux décisions de justice qui ont beaucoup causé de l'émotion, fait débat, etc., par l'idée selon laquelle on allait faire une loi pénale, et comme d'habitude une loi pénale, et que ça allait tout régler. Et qu'on avait la solution miracle, et puis ça a été annoncé en quelques jours de façon très intempestive et à mon avis avec beaucoup d'amateurisme. On va faire une présomption de non-consentement qui sera irréfragable. Toute personne de moins de 15 ans qui aura des relations sexuelles avec un majeur sera victime de viol, et puis c'est tout. Bon, évidemment, c'était pas possible, on l'a dit tout de suite, on l'a dit aussi au groupe de travail du Sénat, et d'ailleurs, à cet égard, on a aussi salué les conclusions de ce groupe de travail. Pas sur tout, on n'est pas d'accord sur tout, mais on est d'accord sur plusieurs choses, et notamment le groupe de travail qui a beaucoup entendu, effectivement, a dit il faut aussi réfléchir à la reconnaissance de la victime en dehors du pénal. Il n'y a pas que le pénal pour permettre la reconnaissance de la victime, puisque certaines victimes n'iront pas déposer plainte, et même si on améliore les choses sur ce plan-là, il en restera toujours. Et puis, deuxièmement, la présomption irréfragable, le groupe de travail a dit non, ce n'est pas possible, parce qu'effectivement, il y a des cas dans lesquels ça va mener à des injustices incroyables. Des rapports sexuels consentis entre une jeune fille de 14 ans et un jeune homme de 17 ans qui deviendraient des viols quand le jeune deviendrait majeur, enfin des choses comme ça qui sont évidemment qu'on ne peut pas permettre par la loi. Aujourd'hui, le gouvernement est obligé de faire marche arrière et il crée des désillusions évidemment, et on voit bien les réactions qui sont très fortes. Donc on peut dire que la façon dont le gouvernement a posé ce débat ne permet pas d'avoir un débat serein et d'avoir quelque chose qui permet finalement d'arriver à un équilibre. Ce qui est sûr, c'est que les mesures que propose le gouvernement aujourd'hui dans cet article 2, il y en a deux. Elles sont distinctes. La première, elle est sur le viol à proprement parler, et le gouvernement a voulu repréciser dans la loi qu'est-ce qui peut caractériser cette contrainte morale. Sur ce plan-là, ça ne change rien par rapport à la façon dont c'est juste une précision, les juges actuellement interprètent la loi de cette façon-là, la façon qui est écrite dans la loi. Donc
rendre la loi plus touffue, y ajouter des interprétations des notions qui y existent déjà pour dire on réexplique dans la loi comment il faut interpréter tel mot, etc., c'est finalement pas forcément très intéressant parce que ça nuit à un objectif de clarté. Quand on pose un interdit, le viol, c'est l'absence de consentement d'une victime, l'auteur qui a conscience d'exercer une contrainte sur cette victime et c'est caractérisé de cette façon. Si on essaye de penser à tous les cas de figure possibles qui caractérisent une contrainte et de les écrire dans la loi, le code pénal, il va faire 400 pages. Donc, c'est pas possible. Donc, à notre sens, c'est inutile. C'est pas forcément critiquable en soi, mais c'est inutile. Et juste, je termine sur la deuxième partie, qui est celle de la... Et là-dessus, on n'est pas tout à fait d'accord quand vous disiez tout à l'heure que le juge, pour l'instant, ne qualifiait de viol que des faits commis sur des mineurs de 5 ans. C'est faux. De fait, c'est faux. Ça, je peux le dire, en étant juge d'instruction depuis des années. Il peut y avoir des cas dans lesquels il n'y a pas suffisamment de preuves, notamment au regard de l'intention de l'auteur, pas forcément par rapport au consentement de la victime. On se place toujours du côté du consentement de la victime, mais parfois il y a la question aussi de l'intention. Est-ce que l'auteur avait conscience d'exercer une contrainte? Mais en revanche, c'est faux de dire que des juges ne considèrent pas qu'un mineur, par exemple, qui n'aurait pas opposé de résistance, mais qui était trop jeune pour pouvoir consentir valablement, n'est pas victime d'un viol. Alors, je vous avoue que on n'a pas du tout les mêmes expériences. Encore l'année dernière, on avait dit qu'un beau-père n'avait pas violé une gamine de 9 ans et a été dit quand même dans le procès que la petite l'allumait en se baladant en culotte dans la maison. En juillet 2017, on a eu la condamnation par le tribunal correctionnel, par exemple. Oui, ça a été dit par la justice qu'elle l'allumait en se... Ça a été dit, ça n'a pas été contesté pendant le procès et de toute manière, il a été acquitté. On a eu encore l'acquittement, si je puis me permettre, je ne vous ai pas coupé. L'acquittement d'un homme, enfin finalement, qui a eu 18 mois de prison avec sursis pour viol incestueux sur sa fille de ses 9 à 15 ans, alors que c'est quand même des circonstances aggravantes. Et encore, il y a quelques mois, j'étais avec un magistrat à l'université de Laon, on intervenait ensemble, qui a dit que sans doute la petite de Sarah, de 11 ans, était consentante et que c'est ses parents qui l'ont retournée contre le violeur. Donc ça, ce sont des choses inadmissibles qu'on entend tous les jours dans plein de procès. Et attaquer les associations féministes, ou notamment le Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes, qui est sous l'égide du Premier ministre d'amateurisme ou quelqu'un comme Muriel Salmona qui est avocate, je pense que vous allez un petit peu... Oui, mais le gouvernement nous a entendu, donc vous le trouvez qu'il était amateur du fait de reprendre les recommandations qui ont été faites. Par rapport effectivement à l'ampleur de la pédocriminalité, effectivement, c'est quelque chose d'important et qui est finalement assez mixte. Rappelons qu'en 2015, il y avait un sondage où 6% des Français déclaraient avoir été violés au sein de la famille en étant mineurs, dont ça monte à 9% quand ce sont des filles, et 81% des victimes de viol l'ont été avant l'âge de 18 ans. Donc déjà, prenons l'ampleur de ça et ne fémisons pas en ayant l'impression qu'à la justice, il y avait une sensibilisation. Pour que tout le monde puisse exprimer. Mais juste vraiment... très rapidement, on n'est pas encore dans un système où on part du principe qu'une enfant est forcément innocente et tout. Ce qu'on entend aujourd'hui dans les tribunaux en France, je vous assure que ça va limite à dire, enfin, on a encore entendu le mot Lolita à l'Assemblée nationale, il y a encore une projection d'image d'Ève. Françoise Gatel, Victor Jasmin, très très jeune. Alors, moi, je voudrais juste dire que je comprends les associations qui ont ce grand mérite de défendre et de parler. En même temps, moi, je pense qu'il faut qu'on se rappelle de quoi il s'agit. C'est-à-dire que, et dans les exemples que vous donnez, vous montrez bien que même, moi je ne défends pas ce qu'a fait Mme Schiappa, mais j'essaie de raisonner, vous montrez bien que même devant une cour d'assises, un tribunal et un jury peut... Non, ça avait été correctionnalisé, tribunal correctionnel d'Arras. Vous permettez que je termine. Mais c'était pas devant les assises. Non, mais je ne parle pas de cette affaire particulière. Écoutez ce que je dis, ce sera plus facile pour qu'on se comprenne. Je dis, on a des exemples de situations où en assises, on est bien allé en assises, la personne que certains pouvaient taxer de coupable a été déclarée innocente et que l'on a fait revivre des années après à une victime tout le déroulement de son histoire. Et que moi, je pense que la situation qui est très grave, très sérieuse, qui brise des vies, non seulement des enfants, mais aussi de leur famille, doit être prise avec raison pour protéger les enfants, sécuriser les choses. Et que nous, dans la proposition de loi qu'on a faite,
on s'est non seulement intéressé au fait que ceux qui allaient être emmenés au tribunal allaient être condamnés, mais que c'est la minorité d'entre eux, mais qu'il faut surtout travailler sur l'éducation et la normalité. On a entendu et on a auditionné des témoignages de policiers, de juges et d'avocats qui nous ont raconté des choses qui sont irracontables. C'est-à-dire qu'on a des actes de pédophilie et d'inceste dont les personnes qui les commettent et les enfants ne savent même pas les mots que nous employons, parce qu'il n'y a plus de normalité. Victoire, et que nous, on a Jasmin. mis tout un volet de prévention et d'éducation et surtout d'accompagnement de la Françoise victime. Gatel, on va laisser Victor Jasmin et Katia Dubreuil s'exprimer. Allez-y, mesdames. Oui, ce sont des sujets qui sont vraiment sérieux, qu'il faut prendre à bras le corps. Moi, le problème aujourd'hui, c'est qu'on a l'occasion de parler et de faire parler, et ça parle à beaucoup de personnes qui sont au sein de l'association, mais d'autres personnes qui n'ont pas osé dire, qui n'ont rien fait, qui n'ont pas porté plainte, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc aujourd'hui, il faut qu'on prenne vraiment au sérieux ces problématiques-là, parce que notre société a besoin de nous, de chacun de nous. Et en tant que sénatrice, je vois que il y a beaucoup à faire, parce qu'il y a une grande souffrance de la part des personnes qui sont dans des associations, des personnes qui ont la possibilité de s'exprimer, mais il faudrait que nous puissions aider le gouvernement aussi, parce que le Sénat aura à se prononcer là-dessus, pour que des mesures soient prises pour protéger les mineurs, mais protéger toutes les personnes, que ce soit des filles et des garçons, et ça a été dit, que ce soit des moins de 15 ans, mais aussi des plus âgés, parce qu'il y a des faits qui se sont déroulés avant ces âges-là et qui n'ont pas forcément été exprimés. Donc on a des personnes qui sont en grande souffrance, on a des personnes qui ont commis des délits, qui justement n'arrivent pas à se remettre en question, qui laissent la justice faire, mais la justice n'a pas forcément tous les éléments pour prouver que ces personnes-là ont fait un certain nombre de choses. Donc nous devons aujourd'hui tout mettre en œuvre pour que ces personnes, ces violeurs, ces présumés violeurs, présumés coupables, mais qui sont vraiment des coupables, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments pour qu'ils puissent vraiment purger une peine, ou en tout cas être identifiés comme étant des violeurs, eh bien, il faudrait que ces personnes-là arrêtent. Et là, il y a toute une éducation à faire, que ce soit au niveau des filles que des garçons, dans les familles, mais aussi dans toutes les institutions, parce qu'il s'agit aussi de cela, l'éducation, pour mieux appréhender ces problématiques-là. C'est vraiment important, effectivement. Katia Dubreuil, vous souhaitiez répondre à Fatima Benoît. Oui, je voulais répondre parce que là, je crois qu'il y a eu un malentendu par rapport à ce que j'ai dit. C'est le gouvernement que j'ai taxé d'amateurisme parce que... Pour reprendre nos recommandations. Non, attendez. Le gouvernement a... ce que je critique, c'est que le gouvernement prenne par le petit bout de la lorgnette cette question, c'est-à-dire qu'au lieu de faire une loi d'envergure qui comporte effectivement le volet prévention, éducation, etc., il a tout envisagé sous l'angle de la loi pénale, à changer. En fait, la loi pénale, ce n'est pas le problème. Je n'ai pas dit en revanche, j'ai dit que la loi pénale, telle qu'elle existe actuellement, elle est suffisante pour permettre de réprimer effectivement les viols et les agressions sexuelles et les atteintes sexuelles. En revanche, je n'ai jamais dit que tout se passait très bien dans les tribunaux, que c'était formidable, que les victimes, elles allaient déposer plainte sans aucun problème parce qu'elles pensaient que... Mais pourquoi Attendez, je n'ai pas terminé. Oui, mais j'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit que les victimes, leurs paroles étaient recueillies dans les meilleures conditions. Je n'ai jamais dit qu'il n'y avait pas un problème, effectivement, parce que trop peu de procédures aboutissent à la fin. Simplement, ce que je dis, c'est que le problème principal, qui est un obstacle à ce que les violences sexuelles puissent être dénoncées en temps et en heure et puis aboutissent à des condamnations à la fin, c'est le problème de la preuve. Et que le problème de la preuve dans ces affaires-là, on ne doit pas le régler par un automatisme qui aboutirait à certaines conditions complètement iniques. On doit le régler. Il y a déjà 15 ans pour donner le délit de détournement de mineurs. C'est tout à fait différent de réprimer une atteinte aux bonnes mœurs avec une peine de 5 ans pour le moment d'emprisonnement et des faits de viol dans lesquels on 10 ans. Donc pour vous, 10 ans, ce n'est rien, c'est pas grave, on peut accuser quelqu'un. Je pense que 10 ans, c'est trop pour cette infraction et qu'on crée une infraction attrape-tout. Parce que pour des viols qui ne vont pas être suffisamment caractérisés, finalement, le gouvernement qui voulait à tout prix qu'il n'y ait plus de trous dans la raquette prévoit cette espèce d'infraction qu'il détourne finalement de son sens, parce qu'on n'est plus dans le détournement, dans l'atteinte aux mœurs. Poursuivra son parcours législatif. Malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps pour conclure ce débat au Sénat. Merci Françoise Gatel, merci Victor Jasmin, merci à vous Katia Dubreuil, merci à Fatima Benomar.